Quelqu'un vient de lâcher une bombe qui pourrait déclencher un incendie à travers tout un mouvement. Un lanceur d'alerte accuse le conjoint d'une figure connue d'avoir orchestré un plan obscur quelques jours avant une tragédie publique choquante. Et quand on commence à regarder les preuves, ça ne ressemble plus à une tragédie mais à une opération. Commençons par les propres mots du conjoint. 2 jours après l'incident, il est monté sur scène et a déclaré « Il y a 2 jours, mon partenaire a quitté ce monde et est entré dans l'éternité. Il a toujours dit que lorsque le moment viendrait, il voudrait être rappelé pour son courage et sa foi. » Ça sonne comme une oraison funèbre sincère, n'est-ce pas? Mais regardez bien le retournement. Il affirme que l'une des dernières conversations de la victime concernait le fait de sauver d'autres personnes comme celle qui a mis fin à sa vie. Pauvre. Ce n'est pas du chagrin. C'est du cadrage. C'est du script. Et le lanceur d'alerte n'y croit pas une seconde. Il qualifie ces larmes de crocodile parce que tout l'empire construit par la victime ne s'est pas effondré. Il a basculé. Sur le papier, ce conjoint semble l'époux parfait, lauréat de concours, fondateur de fondation, militant de premier plan. Mais grattez un peu. C'est le manuel classique du recrutement. Il dirigeait un projet humanitaire international accusé de déplacer des enfants vulnérables sous couverture missionnaire vers des lieux non divulgués à l'étranger. Des témoins affirment que le même schéma a déjà été signalé dans d'autres scandales. Des filières d'orphelins masquant des agendas bien plus sombres. C'est là que l'angle du lanceur d'alerte devient glaçant. Il affirme que la présence du conjoint n'était pas accidentelle. C'était stratégique, un placement. Le genre qu'on voit dans les anciennes opérations de renseignement. Alors, quand la victime a rencontré son partenaire lors d'un soi-disant entretien d'embauche, était-ce vraiment une coïncidence? Ou bien une rencontre orchestrée, comme un mariage arrangé lors d'une retraite secrète? Le lanceur d'alerte a même fouillé l'arbre généalogique du conjoint. Contrat de défense. Lien bancaire. Société secrète. Ce n'est pas une histoire de petite ville. C'est l'élite en mouvement. Alors pourquoi quelqu'un d'aussi connecté épouserait-il une figure montante du populisme si ce n'était pas pour un objectif plus vaste? Et pourquoi la victime a-t-elle brusquement cessé d'exposer certaines affaires sensibles juste avant sa mort? En public, elle réclamait la transparence totale, disant « Publiez les dossiers. Mettez-les à disposition. Que le peuple décide. » Quelques jours plus tard, elle n'était plus là. Et voici où ça devient encore plus étrange. Des semaines avant la tragédie, des activistes en ligne se vantaient d'avoir lancé des sorts ou malédictions, publiant même des preuves que les résultats apparaîtraient en 2 à 3 semaines. Devinez quoi? La mort est survenue 2 semaines et demie plus tard. Et pourtant, la réaction publique du conjoint a été calme, pardonnante, presque répétée par cœur. Je pardonne à la personne responsable parce que c'est ce que la foi enseigne. Mais le pardon avant la confession? Ça inverse totalement les traditions. Le lanceur d'alerte dit que ce n'est pas de la foi. C'est un rituel. Un rituel d'humiliation, un test de loyauté pour les maîtres qui observent depuis les coulisses. Mais voici le clou. Quelques jours après les funérailles, le conjoint ne se contentait pas de pleurer. Il était installé comme PDG de l'organisation de la victime. Il a pris la parole en déclarant « Nous avons les plans. Nous avons nos ordres de marche. Réfléchissez. Un plan de 10 ans écrit à l'avance, puis une mort à l'heure dite, puis une succession instantanée. Ce n'est pas une tragédie. C'est une transition. Et les empreintes de cette transition remontent au même réseau. ENG offshore, empire médiatique, officine privée de renseignement. Reculez et le schéma devient clair. Ce n'est pas un partenaire endeuillé qui reprend le flambeau. C'est un opérateur qui hérite d'une machine. Même l'image de marque qui les entoure reflète d'anciennes filières, des noms angéliques, des couvertures spirituelles, toutes servant de masque à du pouvoir transactionnel. Alors maintenant nous avons des malédictions qui s'alignent sur des calendriers, un veuve étrangement impassible, une prise de pouvoir éclair, et une lignée familiale saturée de défense, de banque et d'influence. La vraie question est la seule qui compte. À qui profite le crime? Parce que l'empire de la victime n'a pas disparu. Il a grandi sous une nouvelle direction. En reculant encore, ça ne ressemble plus à de la politique ou de la foi. Ça ressemble à un culte du pouvoir. Un culte qui se nourrit de symbolisme, de prix sanglants, et de rituels d'humiliation déguisés en pardon. Alors ce conjoint est-il vraiment le visage de la foi et de l'héritage, ou bien le nouvel opérateur d'un système ancien qui rejoue ses pièces depuis des décennies? Cette histoire est encore en cours. Et croyez-moi, les preuves ne sont pas terminées. Des lanceurs d'alerte aux marques angéliques inquiétantes, tous les fils mènent au même pipeline. Mais je veux savoir ce que vous pensez. Est-ce seulement un conjoint qui porte l'héritage de son partenaire, ou bien l'architecte de quelque chose de bien plus sombre? N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications, parce que le prochain sujet que j'ai en réserve
Il est encore plus fou que celui-ci. Restez connectés. La théorie du lanceur d'alerte va encore plus loin. Il affirme que ce n'est pas qu'une seule famille, ni une seule organisation, ni une seule mort. C'est un cycle qui se répète. Des leaders sont formés, élevés, puis sacrifiés à date fixe, pendant que leurs successeurs, déjà choisis, déjà placés, prennent la relève sans interruption. Réfléchissez Y. Tous les quelques années, nous entendons parler de morts soudaines qui choquent un mouvement. Mais en regardant de plus près, les survivants semblent toujours trop préparés. Toujours prêts avec leur discours, leur stratégie, même leur financement, comme si tout avait été planifié depuis longtemps. Ce n'est pas du deuil. C'est de la gestion. Et voici une autre pièce que presque personne ne mentionne. L'ENG du conjoint, c'est l'accusé d'avoir déplacé des enfants à l'étranger, a changé de nom juste quelques mois avant la tragédie. Nouveau site, nouveau logo, mais le même branding angélique. Le même jeu sur l'innocence et la pureté pour cacher des opérations beaucoup plus troubles. Et, comme par hasard, le mot ange revient sans cesse. L'ancien projet. La nouvelle campagne. Même le surnom donné au conjoint par ses premiers soutiens. Des anges partout. Mais pas les anges d'église. Pas les anges divins. Des couvertures pour des réseaux d'influence et de chair. En prenant plus de recul, le motif devient évident. D'autres figures publiques liées au même code, aux mêmes associations, aux mêmes réseaux. Des visages différents, mais une seule et même filière. Alors la question n'est plus est-ce que ce conjoint a été placé, mais combien d'autres sont déjà en cours de placement, prêts à prendre la relève quand leur moment viendra. Et voilà ce qui glace le sang. La veille de la mort de la victime, le couple aurait appelé des amis proches pour organiser une prière de groupe, effrayé par les menaces et malédictions qui circulaient en ligne. Quelques heures plus tard, la victime n'était plus. Maintenant, peut-être que vous croyez aux coïncidences. Peut-être que vous croyez aux rituels chronométrés. Dans les deux cas, l'alignement est indéniable. Prévision en ligne, calendriers occultes, mort soudaine, succession immédiate. Ce n'est pas du hasard. C'est de la chorégraphie. Et ce qui rend l'affaire encore plus absurde, l'accusé n'a jamais avoué. Pas d'aveu. Pas de remords. Pas de confession. Pourtant, le pardon a été accordé publiquement. Devant les caméras. Si le pardon sans repentance vous paraît inversé, c'est normal. Cela retourne l'enseignement religieux en spectacle. Ce n'est pas de la guérison. C'est une démonstration d'obéissance au véritable donneur d'ordre. Le lanceur d'alerte appelle ça le test ultime. Embrasseras-tu le tueur? Remercieras-tu la main qui frappe? Respecteras-tu le script, même si le monde entier le trouve tordu? Et d'après toutes les apparences, le conjoint a réussi l'épreuve. Et voici la pièce qui scelle tout le puzzle. Quelques jours après les funérailles, le conjoint ne s'est pas retiré de la lumière. Il ne s'est pas enfermé dans le deuil. Au contraire, il a lancé une tournée nationale, interviews médiatiques, discours principaux, annonces de politique. Comme si tout avait été préparé à l'avance. Le lanceur d'alerte est catégorique, ce n'était pas du chagrin. C'était un couronnement. Réfléchissez Y, quand une personne ordinaire perd un proche, elle s'effondre. Elle disparaît. Mais quand une famille de pouvoir perd quelqu'un, la machine n'arrête pas. Elle s'accélère. La passation est déjà écrite, et le spectacle public n'est que l'étape finale. Même les discours avaient un ton différent. Pas tremblant, pas hésitant. Polissé. Répété. Des phrases comme « Nous ne partons nulle part. Nous avons les plans. Nous avons nos ordres de marche. » Ce n'est pas du chagrin. C'est un rapport présenté à des supérieurs. Et si l'on observe la symbolique autour des funérailles elles-mêmes, ça devient encore plus sombre. Les dates, les chiffres, le lieu, tout résonnait avec des références que seuls les initiés pouvaient comprendre. Chiffres rituels. Anniversaires historiques. Même les choix musicaux faisaient écho à d'anciens enterrements d'État de grandes figures du pouvoir. Était-ce vraiment pour honorer une vie? Ou bien pour mettre en scène un rite de passage? Le lanceur d'alerte revient sur les liens familiaux. Des géants bancaires. Des firmes de défense. Des fraternités de l'ancien monde liées à des royautés. Le conjoint n'a pas été choisi par hasard. Il est issu d'une lignée d'influence. Et une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus détourner le regard. Les photos souriantes. Les événements caritatifs mis en scène. Le branding soigneusement pensé. Tout sert aussi d'outil de recrutement, de signal au réseau qui échange loyauté et silence. Souvenez-vous des malédictions en ligne lancées des semaines avant la mort? L'un des posts promettait littéralement « Résultat dans 2 à 3 semaines ». Et la tragédie s'est produite pile dans cette fenêtre. Qu'on y croit ou non, les calendriers s'alignent trop bien. Parce qu'au fond, la vérité est là,
l'empire de la victime n'a pas disparu. Il s'est multiplié. De nouveaux sponsors. De nouveaux partenaires médiatiques. De nouveaux soutiens politiques. Tout a coulé vers le conjoint qui, par hasard, a tout hérité. Et c'est pour ça que le lanceur d'alerte le dit sans détour. Il s'agit d'un transfert de pouvoir par le sacrifice. Si ce n'était qu'un cas isolé, on pourrait en rire ou le balayer d'un revers de main. Mais les schémas se répètent. Des noms différents. Des visages différents. La même chorégraphie. Des leaders meurent. Leurs successeurs prennent la relève. Et on nous raconte que c'est une tragédie, alors qu'en réalité, c'est une transition. Avec assez de recul, ça ne ressemble plus ni à de la politique, ni à de la foi. Ça ressemble à un culte du pouvoir. Un culte qui se nourrit de symboles, de prix sanglants, et de rituels d'humiliation présentés comme du pardon. Et le plus effrayant, ce cycle ne s'arrête pas. Le lanceur d'alerte prévient. En ce moment même, d'autres placements sont en cours. D'autres opérateurs attendent dans l'ombre. Et quand leur moment viendra, le script se rejouera exactement de la même façon. Alors, que faire de tout ça? Observer. Questionner. Relier les points au lieu d'avaler la version officielle. Parce que si l'histoire se répète, la prochaine tragédie est déjà marquée dans un calendrier. Nous ignorons seulement la date. Alors je vous laisse avec la question la plus importante. Ce conjoint est-il vraiment le porteur d'un héritage de foi, ou bien le nouveau visage d'une machine ancienne qui s'alimente de sacrifices et de symbolisme? Mettez vos avis en commentaire. Je lis chacun d'eux, et pour cette affaire, j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche, parce que le prochain sujet que j'ai préparé, il est encore plus tordu que celui-ci. Et croyez-moi, vous ne voulez pas le rater.